Pour continuer donc d'évoquer cette visite du chef de l'État français, plus encore tenter d'anticiper quel avenir le Liban peut-il aujourd'hui espérer se dessiner. Invité de la rédaction, aujourd'hui Nadim Houri, directeur exécutif du groupe de réflexion indépendant Arabe Réforme Initiative. Bonjour monsieur. Bonjour. Première question, peut-être s'agissant donc de ce nouveau Premier ministre désigné, Mustapha Hadib. On imagine que lorsque son nom a émergé la première fois, la grande majorité des Libanais entendaient parler de lui pour la première fois. Et pourtant, par le passé, ce professeur d'université a su tisser un solide réseau de relations. Il a occupé le poste de chef de cabinet du Premier ministre Mikati. On le dit également proche du président au Parlement. En d'autres termes, diriez-vous qu'il fait partie du système? Oui, effectivement, c'était un conseiller, un consigliere à ce système, bien sûr à Monsieur Mikati, mais aussi, comme vous le dites, il a réussi à ne pas fâcher les autres partis, puisqu'en 2013, donc alors qu'il n'était pas diplomate de carrière, on l'a nommé ambassadeur du Liban en Allemagne. Donc il occupait ce poste depuis cette époque-là. Ce qui ne se fait pas au Liban dans le système politique, s'il y a un veto d'un des partis confessionnels. Il n'a pas réussi à fâcher les autres partis, disiez-vous. On le dit effectivement conciliant, vante ses bonnes relations avec les différents partis politiques. Est-ce que c'est un atout suffisant aujourd'hui pour sortir le pays de la crise ou bien est-ce que cela reste absolument incompatible avec l'indépendance qui est aujourd'hui revendiquée par la rue? Vous savez, en général, on se dit c'est bien d'être conciliant, mais parlons un peu de ce gouvernement de mission dont les Libanais espèrent voir le jour et dont le président Macron appelle de ses voeux aussi. Un gouvernement de mission doit par définition changer le pays, mener des réformes que la classe politique refuse de faire depuis 30 ans. J'ai du mal à croire qu'en étant conciliant, on va convaincre ces seigneurs de la guerre, qui sont très aguerris à la politique libanaise, de faire ces concessions. Il va falloir aller un petit peu à des points de pression, à des points de choc. Et le Premier ministre donc désigné, je ne pense pas qu'il ait le soutien ni peut-être, disons, la carrière qui lui permette cette confrontation. Parce que quelle légitimité il a? Il a la légitimité des partis politiques traditionnels. Entre guillemets, la rue libanaise des contestataires ne l'ont pas élu. La plus grande majorité ne le connaît même pas. Donc ce n'est rien contre le personnage en soi. Je devrais dire, il avait même écrit un papier pour le centre que je dirige en 2012 sur comment réformer les services de sécurité. Mais c'est plutôt, disons, la conjoncture actuelle qui l'amène au pouvoir qui, malheureusement, ne nous impressionne pas trop. Effectivement, il a obtenu, on le disait, une majorité confortable, ce qui n'empêche pas les tiraillements traditionnels s'agissant du partage de portefeuilles ministériels, puisque ce gouvernement de mission n'a pas encore été établi. Comment trouver un compromis entre des partis qui feront sans doute pour la suite des calculs radicalement différents? Ben, j'espère qu'il n'y aura pas de compromis. En fait, si vous voulez. Moi, on ne veut plus entendre ce mot de compromis entre les partis politiques. Ce qu'on veut entendre, la feuille de route est très claire. Ça fait depuis 2018 que tous les partis politiques savent très bien les réformes qu'on attend de la classe dirigeante libanaise. Il y avait eu un papier blanc de la Banque mondiale. La France a proposé. Des chercheurs libanais, économistes, politologues, depuis maintenant une décennie, préparent des papiers. On ne veut pas de compromis, on veut de l'action. On veut des réformes et on veut une Quelle réforme? distribution. Il y a des réformes au niveau politique, bien sûr, donc une nouvelle loi électorale. On veut des réformes de refonte de systèmes sectaires. Vous vous rendez compte, pendant 6 ans, presque 3000 tonnes de matières explosives sont restées. Tous les services de renseignement sécuritaire sont présents dans le port libanais et personne n'a rien fait. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est corrompu systématiquement. Il y a aussi des réformes économiques essentielles au niveau macroéconomique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant l'explosion terrible du 4 août, le Liban était déjà un pays en faillite. Les gens n'avaient plus accès à leurs comptes en banque et c'est ça qui rend la crise humanitaire encore aujourd'hui tellement grave, c'est que les gens, même s'ils ont de l'argent en banque, ils n'ont pas accès. Donc des gens qui ont perdu leur maison, qui se disent, bon, bah, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai mis de côté l'équivalent de 30 000 à 40 000 euros, bah, je ne peux pas les toucher. Et ils se retrouvent comme ça à la rue. Alors, Emmanuel Macron est en visite donc pour la deuxième fois en un mois seulement au Liban. Est-ce que la venue du chef de l'ancienne puissance mandataire est perçue sur place comme une forme d'ingérence? Dit autrement, le Liban s'est-il trouvé un nouveau proconsul en la personne d'Emmanuel Macron? Non, après c'est sûr que, vous savez, les Libanais, ils veulent le changement, hein, et le Liban, dans la conception traditionnelle de la souveraineté, a toujours été, un espace de, disons, de rivalité, régionale et internationale, et peut-être que la France, est aujourd'hui regardée comme peut-être une force, une puissance,
disons, plus bienveillante que d'autres. Donc je pense que la France part bien positionnée pour cela. Après, je pense le risque de l'intervention du président français, c'est que en voulant, disons, changer le Liban et en voulant sauver les meubles autant que possible, qu'ils tendent une perche à cette classe politique. C'est aujourd'hui, en tous les cas, ce que les contestataires craignent. Donc, ce n'est pas vraiment l'ingérence dans le sens ingérence, parce que oui, effectivement, ça peut être étonnant, hein, un président qui arrive. Aujourd'hui, les avions qu'on voit dans le ciel libanais pour les 100 ans du Grand Liban, ce n'est pas les avions de l'armée libanaise, ce sont les avions de l'armée française. Mais bon, le Liban, ce n'est pas la première fois où on aurait vu une ingérence. Par contre, je pense que les gens veulent de la bienveillance. Le soutien de la France est bienvenu. Je pense qu'il y a une crainte, c'est est-ce que cette classe politique va profiter de ce soutien pour se remettre en selle une deuxième fois. Est-ce que la France et est-ce que le président Macron va avoir, disons, la patience stratégique nécessaire à continuer à les pousser dans le sens du vrai changement? Parce que je pense qu'ils font maintenant, avec ce nouveau gouvernement, la classe politique libanaise, ils essayent de gagner du temps. Ils vont se dire, dans 2 mois, 3 mois, là, tout le monde est en train de se concentrer sur nous. Dans 2, 3 mois, on nous aura oubliés et on reviendra à nos vieux réflexes. Et je pense que c'est là où sera le vrai danger. Merci Nadim Houri, directeur exécutif, je le rappelle, du groupe de réflexion indépendant Arabe Réforme Initiative, d'avoir répondu à notre invitation.